Trois colosses d'acier nucléaire fendant même simultanément les eaux du golfe d'Oman. L'USS Abraham Lincoln, l'USS Gerald R. Ford, l'USS George H.W. Bush. Trois groupes aéronavals américains réunis au même endroit, au même moment, pour la première fois depuis l'invasion de l'Irak en 2003. 23 ans. C'est ce que ça représente. Et si vous pensez que c'est un simple exercice de routine, vous n'avez pas encore saisi l'ampleur de ce qui se joue en ce moment même dans le détroit d'Ormuz. Bienvenue sur WN Decrypt. Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas encore fait. Ce que nous allons vous révéler dans les prochaines minutes va redéfinir votre compréhension de ce conflit. Ce vendredi 24 avril 2026, l'opération Epic Fury entre dans une phase totalement inédite. Le secrétaire à la guerre Pete Hegseth et le général Kane ont tenu une conférence de presse historique depuis le Pentagone. Pendant ce temps, en coulisses, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a imploré Washington de reprendre les négociations à Islamabad dès ce samedi. Un mot résume tout, désespoir. Mais avant de plonger au cœur de la situation, revenons sur les derniers 55 jours. Parce que pour comprendre où nous en sommes, il faut comprendre d'où nous venons. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël déclenchent des frappes massives contre les sites nucléaires iraniens. L'opération Epic Fury commence. L'Iran ferme le détroit d'Ormuz. Le monde retient son souffle. Puis, le 7 avril, un cessez-le-feu fragile est annoncé. Une trêve de 2 semaines. Les deux délégations se retrouvent à Islamabad. L'espoir est mince, mais il existe. Puis le 13 avril, Washington impose un blocus naval total sur les ports iraniens. Et tout s'effondre. Selon Al Jazeera, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a qualifié ce blocus d'illégal et de criminel, allant jusqu'à parler de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Téhéran accuse les Américains d'avoir violé les termes du cessez-le-feu dès le premier jour de son entrée en vigueur. La position iranienne est claire. Pas de négociation sous la menace. Et pourtant, ce vendredi, c'est bien l'Iran qui supplie. Voilà toute l'ironie de la situation. Alors qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ce revirement soudain? La réponse tient en 3 lettres. USA. Revenons sur ce que le Pentagone a annoncé officiellement ce matin. Les 3 groupes aéronavals sont désormais tous en place dans la zone de responsabilité du commandement central américain, le CENTCOM. Selon Stars and Stripes, l'arrivée de l'USS George H.W. Bush porte à au moins 27 le nombre de navires de guerre américains déployés dans la région, soit 41% de l'ensemble des bâtiments américains actuellement en mer dans le monde. Réfléchissez à ce chiffre. Presque la moitié de la force navale mondiale déployée des États-Unis concentrée sur un seul théâtre d'opération. L'USS Abraham Lincoln, un porte-avions de classe Nimitz, opère en mer d'Arabie au large des côtes iraniennes depuis le début du conflit le 28 février. L'USS Gerald R. Ford, le navire de guerre le plus puissant jamais construit, a transité par le canal de Suez le 16 avril pour rejoindre la mer Rouge. Et l'USS George H.W. Bush, lui, a pris la voie des grands fonds. Parti de Norfolk, en Virginie, le 31 mars, il a contourné le cap de Bonne-Espérance, à la pointe de l'Afrique, pour éviter le détroit de Bab el-Mandeb, sous surveillance des Houthis. Un voyage de 3 semaines pour arriver en position. Rien n'a été laissé au hasard. En tout, plus de 16 500 marins et marines américains sont déjà déployés dans la région. Avec l'arrivée du Bush et de son groupe, on dépasse les 21 navires de combat actifs. Des dragueurs de mines supplémentaires sont également en route. Comme l'a déclaré le secrétaire Hegseth lors de la conférence de presse, et nous citons sa déclaration, « Personne ne navigue du détroit d'Ormuz vers n'importe quel endroit dans le monde sans la permission de la marine américaine. » C'est un message qui n'a pas besoin de traduction. Si vous suivez WN Decrypt depuis le début de cette crise, vous savez que nous analysons chaque mouvement, chaque déclaration, chaque signal. Activez les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Ce conflit évolue à une vitesse extraordinaire. Revenons maintenant sur l'opération qui a marqué les esprits la semaine dernière.
Le dimanche 19 avril, à 4 heures du matin, heure de la côte est américaine, le destroyer USS Prudence intercepte le MV Tuska, un porte-conteneur de 965 pieds, soit à peu près la longueur d'un porte-avions américain. Le navire ignore les avertissements. Pendant 6 heures, les marins américains envoient signaux sur signaux. Rien. Alors, le CENTCOM autorise le tir de désactivation. 9 obus inertes du canon Mark 45 de 127 mm sont tirés avec précision dans la salle des machines. À 9 heures du matin, le Tuska est mort dans l'eau. À 16 heures, les Marines du 31e groupe expéditionnaire débarquent en rappel depuis des hélicoptères. Le navire est saisi, l'équipage est en sécurité. Le message était on ne peut plus clair. Ce blocus n'est pas une menace vide. C'est une réalité opérationnelle. Et ce n'était pas fini. Le lundi 20 avril, dans l'Indo-Pacifique, le CENTCOM a intercepté le pétrolier géant Tiffany, un VLCC, Very Large Crude Carrier, capable de transporter environ 2 millions de barils de pétrole iranien sous sanction. Même scénario, assaut héliporté, saisie du navire, équipage sous garde américaine. Puis le mercredi 22 avril, reblote avec le pétrolier Majestic X, également connu sous le nom de Ponx dans l'océan Indien. À ce jour, 34 navires au total ont fait demi-tour face au blocus. Un seul a refusé. Un seul. Et vous connaissez la suite. Voici ce que les chiffres ne disent pas. Voilà où l'analyse devient vraiment intéressante. À l'intérieur même de l'IRGC, la garde révolutionnaire iranienne, une panique sourde commence à se répandre. Nous avons eu accès à des messages circulant sur les canaux internes du régime, et ce que nous y lisons est révélateur. Les soldats et partisans de la révolution se déchirent. Ils s'accusent mutuellement d'être des espions, des traîtres, des comploteurs. Mais il y a une observation qui a glacé le sang de certains d'entre eux. Un membre du Basij l'a formulé ainsi, et c'est d'une lucidité redoutable. Ces forces afghanes et irakiennes que nous avons amenées n'étaient pas là pour mater les manifestants. Elles étaient là pour nous surveiller, nous. Cette remarque mérite qu'on s'y arrête, car elle dévoile quelque chose que peu d'analystes avaient anticipé. L'IRGC a passé une décennie à construire une armée parallèle de milices chiites afghanes. Ces combattants ont été formés par l'IRGC, envoyés en Syrie défendre Bachar al-Assad, puis rapatriés en Iran après la chute d'Assad pour réprimer les manifestations. Plus d'1,5 million d'Afghans avaient été expulsés d'Iran en urgence, après la guerre de 12 jours l'été dernier, accusés d'espionnage pour Israël. Le vrai motif ? La peur. La peur qu'une armée mercenaire ne soit jamais véritablement loyale. Et maintenant, l'observation qui tue. Pendant toute la guerre, ces milices afghanes n'ont jamais été ciblées par les frappes américaines ou israéliennes, alors que l'IRGC perdait des généraux, des bases, des arsenaux entiers. Pourquoi ? Les membres du Basij font le calcul, et ils n'aiment pas le résultat. Ce qui se profile désormais, selon plusieurs sources proches du dossier, c'est un coup d'État interne, un coup mené par des défecteurs de l'intérieur, potentiellement coordonné avec Israël ou les États-Unis. Une purge des éléments les plus durs du régime. La révolution islamique en train de se dévorer elle-même. Avant d'aller plus loin, voici un moment pour vous rappeler pourquoi vous devez vous abonner à WN de Crypt et activer la cloche de notification. Personne d'autre ne vous donne ce niveau d'analyse, cette profondeur, cette rigueur dans le suivi de l'actualité militaire et géopolitique. Abonnez-vous maintenant. Ce contenu ne vous attend pas. Revenons au développement diplomatique, parce qu'ils sont aussi spectaculaires que les opérations militaires. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a contacté ses homologues pakistanais, Omanais et Émiratis. Le Pakistan, qui a déjà servi d'intermédiaire lors du premier round de négociations à Islamabad début avril, a été sollicité pour organiser une nouvelle rencontre dès ce samedi 25 avril. Islamabad s'y est dit prêt, mais voilà le problème. Selon CNN et CNBC, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré publiquement ce lundi « Nous n'acceptons pas de négocier sous la pression des menaces ». La chaîne d'État iranienne a ajouté que la continuation des pourparlers dépend d'un changement de comportement américain. En clair,
l'Iran veut négocier, mais sans donner l'impression de capituler. C'est le paradoxe impossible dans lequel se trouve le régime. De son côté, Donald Trump a posté sur Truth Social en début de semaine. L'opération Midnight Hammer a totalement anéanti les sites nucléaires iraniens. Extraire l'uranium sera un processus long et difficile. Ce n'est pas une déclaration anodine. C'est une façon de dire, même si vous reconstituez votre programme, il vous faudra des années. Et nous avons tout le temps du monde. Le secrétaire Hegseth l'a répété lors de la conférence de presse de ce matin, avec cette formule lapidaire « Nous ne sommes pas pressés d'obtenir un accord ». C'est tout le rapport de force en une phrase. Parlons maintenant de la question des mines dans le détroit d'Ormuz, parce que c'est là que se joue l'une des batailles les plus insidieuses de ce conflit. L'IRGC a utilisé de petits speedboats, des embarcations légères, rapides, à bas coût, pour poser des mines maritimes de façon erratique dans le détroit. Des mines indiscriminées qui menacent tous les navires commerciaux, y compris des cargos que l'Iran lui-même avait autorisés à passer. Des bateaux de croisière ont été approchés et menacés par ces speedboats armés de Kalachnikov. La marine iranienne régulière est au fond du golfe d'Arabie, selon les mots du secrétaire Hegseth. Ce qui reste, ce sont des pirates avec un drapeau. Trump a donné l'ordre explicite aux commandants américains. Tout navire iranien tentant de poser des mines ou de perturber le trafic dans le détroit sera détruit, sans hésitation. Comme pour les narcos sous-marins dans les Caraïbes. Selon un rapport cité par le Washington Post, le Pentagone aurait estimé en session fermée qu'il pourrait falloir jusqu'à 6 mois pour sécuriser complètement le détroit. Cette information, issue d'une fuite depuis une réunion classifiée, n'a pas été confirmée officiellement. Ce que le Pentagone dit officiellement, c'est que des couloirs de transit sont ouverts, que des navires passent chaque jour, mais dans des conditions de risque élevées. C'est là qu'intervient l'Italie. La présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a confirmé le déploiement de 4 navires de la marine italienne en Méditerranée et vers le Moyen-Orient pour assister les États-Unis dans la sécurisation du détroit. C'est un signal important, pas spectaculaire, mais important. Et c'est le genre de signal que Washington attendait depuis des semaines. Parce que l'une des lignes les plus frappantes du discours du secrétaire Hegseth ce matin était précisément dirigée vers les Européens. Permettez-nous de paraphraser l'esprit de ses propos. L'Europe utilise peu le détroit d'Ormuz. L'énergie américaine ne passe pas par là. Mais c'est bien l'Europe et l'Asie qui dépendent d'un nord de cette voie maritime pour leur approvisionnement en pétrole et en kérosène. Et pourtant, c'est l'Amérique qui paie la facture militaire. Selon plusieurs analystes, les stocks de kérosène d'aviation en Europe seraient descendus à environ 6 semaines d'autonomie. 6 semaines! L'économie aérienne européenne vit sur du sursis. Ce n'est pas une anecdote. C'est une bombe à retardement. Et l'Espagne dans tout ça? Trump envisage de suspendre Madrid de l'OTAN. Les raisons? Des prises de position jugées anti-américaines. Ce n'est pas nécessairement une menace qui se concrétisera. C'est le jeu habituel de la carotte et du bâton trumpien. Mais le marquis de Rutte à l'OTAN ne peut pas simplement l'ignorer. Aucun gouvernement européen ne peut se permettre d'être vu comme celui qui a forcé Washington à quitter l'Alliance. Autre dossier sur la table, les îles Malouines. Trump a mentionné la possibilité de réévaluer la souveraineté britannique sur cet archipel. Le Brésil et le Chili ont déjà soutenu la position argentine. Mais là encore, c'est un levier de pression plus qu'une réelle menace militaire. L'Argentine du président Milei, libertarien convaincu, n'est pas sur le point de lancer une opération de reconquête. C'est de la politique, de la haute politique. Maintenant, permettons-nous une lecture plus large du tableau. Il y a 55 jours, les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran. 55 jours. Pour comparaison, la guerre d'Irak a duré près de 9 ans. L'Afghanistan, 20. Le Vietnam, 20 ans. L'opération Epic Fury a détruit l'essentiel de la capacité nucléaire iranienne, anéanti sa marine régulière, imposé un blocus global qui intercepte des navires jusqu'en mer de Chine. Et tout ça en moins de 2 mois. Comme le rappelait le général Kane lors de la conférence de ce matin, le 18 avril 1983, il y a exactement 43 ans,
Une bombe de fabrication iranienne tuait 63 personnes à Beyrouth lors de l'attentat contre l'ambassade américaine. C'était la première attaque de grande envergure des mandataires iraniens contre des Américains. Pendant 47 ans, l'Iran a mené une guerre larvée contre les États-Unis. Depuis les Marines de Beyrouth jusqu'aux soldats tués en Irak par des EFP iraniens. Des décennies d'agression sans représailles américaines directes. Cette époque est révolue. Ce qui se joue maintenant, c'est la définition du nouveau monde qui émergera de ce conflit. Si l'Iran signe un accord de dénucléarisation vérifiable, le régime des Mollahs survit, mais profondément affaibli. S'il refuse et que les opérations militaires reprennent, la question n'est plus seulement nucléaire. C'est l'existence même du régime qui est en jeu. Et l'IRGC le sait. D'où la panique intérieure. D'où les accusations mutuelles. D'où la paranoïa. Il faut aussi saluer le travail que le général Kane a lui-même tenu à mettre en lumière ce matin. Celui des renseignements américains. DIA, NSA, NGA, CEA, NRO, Office of Naval Intelligence, toutes ces agences travaillant en silence, 24 heures sur 24 dans des salles sans fenêtres, à identifier chaque fil, chaque trafic, chaque navire fantôme de la flotte noire iranienne. C'est grâce à leur travail de fourmi que les Américains ont pu intercepter le pétrolier Tiffany dans l'Indo-Pacifique. Des mois, parfois des années de surveillance pour permettre une opération qui se compte en minutes. Comme le dit la devise de ces professionnels du renseignement, excellence dans la défense de la nation. Ce ne sont pas des mots, ce sont des résultats concrets que nous observons cette semaine. Une dernière note sur un sujet qui touche à la sécurité intérieure américaine. Un haut responsable du programme nucléaire de l'armée, Andrew Hugh, a été révélé avoir partagé des informations top secrètes avec une inconnue rencontrée sur une application de rencontre. La réponse de Hegseth, lapidaire: « Il ne travaillera plus ici. Le dossier est transmis aux autorités compétentes. » Pas de longs discours, pas de procédure interne d'un an, un signal clair envoyé à toute l'administration. Les fuites ne sont pas tolérées. Alors, où en sommes-nous? Récapitulons ce que nous savons avec certitude ce vendredi 24 avril. 3 groupes aéronavals américains sont désormais déployés dans la région. Une configuration inédite depuis 2003. Plus de 27 navires de guerre, 16 500 militaires et un blocus qui s'étend maintenant à l'océan Indien et au Pacifique. 34 navires ont fait demi-tour. 3 ont été saisis. L'Iran est saigné à blanc économiquement et militairement. Son régime est rongé de l'intérieur par la défiance et la paranoïa. En face, Washington ne bouge pas. Trump a dit clairement qu'il a tout le temps du monde, et les faits lui donneront raison. La balle est dans le camp iranien. Elle l'a toujours été. La question est, Téhéran aura-t-il la sagesse de la saisir avant qu'il soit trop tard? Nous suivrons les négociations de ce samedi en temps réel. Si quelque chose se passe cette nuit à Islamabad, vous le saurez en premier sur WN Decrypt. Abonnez-vous, activez les notifications, partagez cette vidéo avec ceux qui veulent comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde. Merci de votre confiance.